La langue de l'éternel questionnement. Tout livre, pour peu qu'il ne soit pas de pur divertissement, est le lieu des questionnements. Tel livre, qui aurait dû s'effacer de notre mémoire, y subsiste parce que sa lecture a soulevé une interrogation. Tel autre, que nous disons avoir littéralement dévoré, n'est plus dans notre esprit que lambeaux de phrases et propos décousus. Un livre est quelqu'un, disait Hugo. Un livre, ajoutait-il, est un engrenage. Prenez garde à ces lignes noires sur du papier blanc. Ce sont des forces. Elles se combinent, se composent, se décomposent, entrent l'une dans l'autre, se dévident, se nouent, s'accouplent, travaillent. Telle ligne mord, telle ligne serre et presse, telle ligne entraîne, telle ligne subjugue. Les idées sont un rouage. Vous vous sentez tiré par le livre. Il ne vous lâchera pas après avoir donné une façon à votre esprit. Doué d'une sorte de puissance occulte, aussi irrésistible que troublante, le livre dans nos rêveries et ce qui envoûte nous jette hors de nous-mêmes. Il y a ainsi deux catégories de lecteurs, ceux qui se laissent charmer au sens fort par le livre et ceux qui lui opposent un regard ironique de manière à se ranger du côté des défiants pour ne jamais se prosterner comme Bruno Schulz devant le livre idolâtre. Une bibliothèque, cet antre au livre est un entre-deux où le lecteur part à la recherche aussi bien d'un refuge que de ceux qui l'exposent, puisque les questionnements d'un livre mettent à nu le curieux. La grotte de Prospero le magicien dans la tempête de Shakespeare est son laboratoire. Le lieu caché où s'élaborent ses secrets, ses mystères. L'île des naufragés est aussi l'île des sortilèges de Prospero, l'homme-livre, qui règne sur son domaine et sur Caliban le sauvage. Mais dans l'épilogue, Prospero abdique et confesse. À présent, tous mes sortilèges sont détruits et je n'ai plus pour force que la mienne propre, combien faible. Le livre conduit à d'éternels questionnements. Le livre de Prospero met en cause des certitudes du magicien. Son antre au livre est une bibliothèque ouverte à tout vent, accueillant des livres noirs et blancs. C'est l'exemple même d'une bibliothèque qui fait rêver, puisque le souhait final de Prospero est d'apaiser les relations entre lui-même, Ariel et Caliban. Il le fait avec douceur, sans cette raillerie dont certains lecteurs font montre à l'endroit des bibliothèques publiques ou privées. Oui, quel lecteur à l'esprit caustique n'entrerait pas dans une bibliothèque en déployant, comme le narrateur du naufragé de Thomas Bernhard, une grande ironie. Les grands penseurs, nous les avons enfermés dans nos bibliothèques d'où ils nous regardent fixement
à jamais voué à la dérision. Jour et nuit, j'entends gémir les grands penseurs que nous avons enfermés dans nos bibliothèques, de grands esprits dérisoires, des têtes réduites sous verre. Dans nos bibliothèques, ils étouffent. Voilà la vérité. Nos bibliothèques sont en quelque sorte des pénitenciers où nous avons enfermé nos grands esprits. Kant, naturellement, dans une cellule individuelle, de même que Nietzsche, de même que Schopenhauer, Pascal, Voltaire, Montaigne, tous les très grands dans des cellules individuelles, les autres dans des cellules collectives. Le lecteur qui se glisse subrepticement entre les portes de l'abysse, en se répétant que cet acronyme renvoie à la répétition, bis repetita, ou le livre consulté au moins 2 fois, mais que l'acronyme renvoie aussi au rappel lancé à un virtuose, se souviendra que Varlam Chalamov, tout en aimant les bibliothèques des villes de province, avec leurs vastes salles de lecture et leur système de prêt à domicile, disait ne pas supporter le bruit de fond qui règne dans les salles de lecture, ce bruissement du silence propre aux bibliothèques où certains tout sautent, froissent les pages qu'ils tournent, bougent les chaises qui raclent le sol. Voilà pourquoi lire en présence d'autrui lui a toujours été désagréable. C'est, dit-il, encore plus gênant que d'écrire une lettre intime à la poste. Ce l'est d'autant plus que, selon lui, les livres sont ce que nous avons de meilleur en cette vie. Ils sont notre immortalité. Le lecteur qui s'assoit au milieu d'inconnus pour se livrer à ce périlleux exercice qu'est l'analyse d'un texte ou l'interprétation d'une œuvre, et dans le cas de l'abysse, pénètre dans des salles nommées Jacqueline de Romilly ou Vladimir Jankélévitch, se remémore les temps où lecteurs et garçons de livres pris d'ivresse pouvaient se livrer à des pugilats. À présent, les sentinelles qui veillent sur les salles de lecture de la bibliothèque de la Sorbonne sont, conviendrait-il de les nommer, les gardiens des livres, chargés de pourvoir les 20 000 inscrits de l'abysse d'une manne spirituelle. Celui qui, avec les gardiens des livres, connaisseurs de chaque curiosité du catalogue de la bibliothèque, s'assigne la mission d'être un orpailleur au royaume des écrits, découvre sinon des trésors, du moins de quoi rassasier son besoin d'œuvres à déchiffrer. Lire, c'est aussi dessiner une constellation, établir des liens entre les différentes œuvres. C'est une manière de rappeler que les textes n'existent pas isolément. Les auteurs appartiennent à une tribu sans user des mots de la tribu. Pourquoi les mémoires de Nadezhda Mandelstam amènent le lecteur à se pencher sur un livre historique de Youri Tignanov qui lui-même invite le lecteur à se plonger dans une pièce d'Alexandre Griboyedov? N'est-ce pas parce que le livre en question, c'est aussi le livre qu'on soumet à la question, au sens que ce mot avait au Moyen Âge?
jusqu'à en extraire la substantifique moelle. Le livre en question, ou le livre des questionnements, chaque œuvre, pour peu qu'elle représente une énigme à déchiffrer, est un éblouissement. Au commencement, donc, était un défi. Démontrer que les livres sont des êtres vivants. Ils nous ennuient, ils nous déçoivent, ils nous ennoblissent et surtout ils nous questionnent. Ils semblent être l'écho de ce dialogue imaginé par Rabindranath Tagore. Dans quelle langue parles-tu, mère? La langue de l'éternel questionnement. Dans quelle langue réponds-tu, ciel? La langue de l'éternel silence. Partons donc de contre tout espoir, où Nadezhda Mandelstam évoque l'inventeur d'une théorie de la critique littéraire qui attribue aux poètes des particularités proches de celles des comédiens. D'après cette théorie, le poète, dit Nadezhda Mandelstam, ne parle pas en son nom, mais se sert d'un porte-voix, d'une sorte d'intermédiaire entre le lecteur et lui. Tignanov est aussi celui auquel, à la fin de sa vie, Ossip Mandelstam déclara dans une lettre: « Voilà déjà un quart de siècle que, mélangeant des choses importantes et des vêtis, j'essaie de m'intégrer à la poésie russe. Mais bientôt, mes vers se fondront avec elle, modifiant certains éléments de sa structure et de sa composition. » Tignanov laissa la lettre sans réponse. « Mais personne ne devrait lui jeter la pierre, dit Nadezhda Mandelstam, car l'époque était terrible, et au milieu des loups qui hurlaient encore, Tignanov comptait pour elle comme un pur. » L'histoire littéraire n'a pas vraiment retenu son nom comme théoricien, mais il est l'auteur de quelques œuvres extraordinaires, notamment l'insolite nouvelle de lieutenant Kij, où, à cause de l'erreur d'un scribe du temps de Paul Ier, fils de Catherine de Russie, un lieutenant Kij qui résulte d'un lapsus qu'elle a mis, se trouve créé de toutes pièces, promu, marié, solennellement enterré au lendemain de sa mort, fictive comme l'a été sa vie. Serge Prokofiev a composé une suite symphonique rendant hommage au lieutenant Kij, ce héros malgré lui d'une nouvelle aussi inquiétante que perturbante. Ce livre des simulacres, ce conte philosophique à la Calvino, écrit par un esprit affûté et un créateur plein d'humour. C'est ici qu'interviennent les gardiens des livres de l'abysse. Ils facilitent les recherches à propos de Youri Tignanov, transformant en enquête la lecture d'un écrivain mystérieux et méconnu en France, tirant un fil rouge jusqu'à ce que Tignanov, le théoricien, conduise à Tignanov, l'amoureux de Gogol, à Tignanov, l'auteur du Disgracié, portrait d'un condisciple de Pouchkine, puis à Tignanov, le somptueux romancier de la mort du Vazir Mokhtar, né en 1895 près de la région de Vitebsk, où Chagall avait vu le jour. Philologue, historien, admirateur de Dostoïevski et de l'auteur du Manteau, dont il fit un scénario pour Kozintsev,
Il avait été l'un des créateurs de l'école formaliste. Et voilà comment un livre, signé Nadezhda Mandelstam, qui exhume des souvenirs des temps de détresse, ressuscite le nom de Tignanov, écrivain bifront qui nous fait le plaisir d'attirer notre attention sur un autre écrivain né à Moscou un siècle avant lui, en 1794. Avant de mourir à Téhéran, ce diplomate, doublé d'un dramaturge, n'avait pas manqué de tenter de laisser son empreinte à travers des poésies et quelques pièces. Mais de ces pièces écrites comme en jouant, une seule passa à la postérité. Il s'agit du malheur d'avoir trop d'esprit, pièce de 1824, de ce génie créateur que, selon Tignanov, était Alexandre Griboïedov. Le roman ne peut naître que d'une nécessité, disait Tignanov, celle qui est à l'origine de la mort du Vazir Mokhtar. Ce n'est pas seulement leur obligation de faire le portrait d'un écrivain qui échappe à toute définition, qui ne semble appartenir à une génération que pour jouer les évadés, se pose comme un écrivain à multiples facettes, de persifle dans les salons de Moscou que pour s'échapper vers la Perse et vivre dans un splendide isolement avant de terminer sa course de la plus horrible façon, en étant, écrit Youri Tignanov, un objet décapité qui gisait dans une latrine, fosse commune qu'il partageait avec des chiens crevés. Quand s'ouvre le livre de Tignanov, La mort du Vazir Mokhtar, Griboïedov est un homme célèbre, nanti d'une pièce célèbre, pourtant ni imprimée, ni jouée. Tignanov présente Griboïedov comme un mondain, et cependant c'était aussi un intransigeant. Griboïedov, écrit Tignanov, a hissé la canaillerie prétentieuse des gens de lettres. Dans son fort intérieur, il a hissé la littérature. Jeunes et cornifleurs de littérature qui récitaient en exultant les nouveaux vers de Pouchkine et se disputaient à l'envi la primauté des cancans et autres mesquineries. Décrit comme l'homme des balles et des madrigaux galants, Griboïedov, selon Tignanov, connut une destinée littéraire des plus étranges. Les autres écrivaient et se faisaient éditer. Pour lui, tout allait à l'envers. On n'avait publié que quelques méchants vers commis dans sa jeunesse et qu'il eût mieux fait de brûler dans son poêle, tandis que ses vraies œuvres ne circulaient qu'oralement et tenaient sur des chiffons de papier. Faute d'être publié et joué, le malheur d'avoir trop d'esprit est le titre d'une pièce qui, d'entrée de jeu, met en avant une expression collant à la peau de son auteur. C'est cet écrivain à la gloire inexpliquée qui, parti 2 fois en mission en Perse, se trouva pris dans une émeute où il laissa sa vie. Il avait fini par faire son malheur, dit Tignanov, en conclusion de son roman, juste avant une scène où Pouchkine croise des hommes portant le cercueil de Griboïedov. Cette scène a été décrite dans Voyage à Erzurum, où Pouchkine observe un groupe de Géorgiens qui transportent le corps de Griboïedov assassiné. Pouchkine confie avoir fait connaissance
avec l'auteur du malheur d'avoir trop d'esprit en 1817, écrivant à son propos, né avec une ambition égale à ses dons, il fut longtemps pris dans les filets de la mesquine indigence et de l'obscurité. Puis, il éprouva le besoin de tirer une fois pour toutes un trait sur sa jeunesse et de faire prendre à sa vie un brusque tournant. Il dit adieu à Pétersbourg et à la vaine dissipation, s'en alla en Géorgie où il vécut 8 années, adonné à des travaux solitaires et sans trêve. Pouchkine trouvait dommage que Griboïedov n'eût pas laissé des mémoires. Il espérait que ses amis s'en chargeraient, sans se douter qu'un siècle plus tard, un brillant romancier aurait à cœur de ressusciter celui qui avait connu un succès flamboyant et une affreuse mort. Le fil qui relie Nadejda Mandelstam à Youri Tinianov, puis à Pouchkine et à Griboïedov, c'est l'évocation des temps troublés. Mais tout comme les souvenirs de Nadejda Mandelstam sont avant tout un portrait de la génération perdue, le livre de Tinianov, loin d'être un simple roman historique, est la chronique de circonstances cruelles envers un poète et dramaturge qui aurait pu mourir en sortant d'une réunion mondaine à Saint-Pétersbourg. Il se retrouva en Perse, aux prises avec une foule déchaînée, et périt en bataillant seul contre cette multitude en furie. Il mourut jeune, à 30 ans, en ayant, d'après la légende, vaillamment tenté de sauver sa peau pendant une émeute, tout comme Youri Tinianov devait mourir dans la force de l'âge, après avoir lutté contre une sclérose en plaques. À l'Abysse, 2 thèses consacrées à Griboïedov en 1907 et en 1965 reviennent sur cet épisode meurtrier. Celle de 1907 rappelant que l'auteur du malheur d'avoir trop d'esprit avait passé seulement 3 ans en Perse, soutient sans rire que Griboïedov connaissait parfaitement la langue et les mœurs des Persans, leur caractère violent, perfide, insidieux. La thèse de 1965, due à Jean Bonamour, cite une phrase extraite d'une lettre de Griboïedov. Je suis presque persuadé que le véritable artiste doit être un homme sans famille, et nous révèle qu'il y eut, à cause de la censure, 40 000 copies manuscrites du malheur d'avoir trop d'esprit. Écrite en partie pendant les longs mois d'isolement de son séjour en Orient, qu'il mit à profit pour apprendre le persan, un peu d'arabe et de turc, la comédie de Griboïedov connut le drôle de sort d'être célèbre avant même d'être imprimée et jouée. Très tôt passionné par le théâtre, Griboïedov écrivit dès son plus jeune âge des poésies qu'il se plaisait à réciter à son entourage. De la même façon, le malheur d'avoir trop d'esprit serait souvent lu à haute voix à ses proches par un Griboïedov déjà auteur de 5 pièces tout à fait oubliables. Conçu dès 1816, le malheur d'avoir trop d'esprit commença à être pour le public
un objet de curiosité seulement en 1823, l'existence de la pièce n'étant jusqu'alors connue que de quelques privilégiés. Livre des questionnements, car elle interroge le rapport entre un écrivain en devenir et une œuvre en train de se faire. La comédie de Griboïedov, composée en vers iambiques, est aussi le livre des défis. Défis pour les traducteurs. Faut-il donner une version française en prose ou en vers comme l'a fait Andrei Markovitch? Défi pour le lecteur, qui ne doit pas céder au mimétisme et tomber dans le même désabusement que le personnage de Chatsky, ni la même duplicité que celui de Moltchalin. C'est aussi, comme disait Pouchkine, le livre des répliques aux allures de proverbes. Les maisons sont neuves, mais les préjugés n'ont pas varié. Réjouissez-vous donc, rien ne saurait les détruire, ni les années, ni les modes, ni les incendies, dit Chatsky dans la traduction de 1966 de Georges Daniel. Le malheur d'avoir trop d'esprit est une comédie sans sophistication, où trompeur et trompé jouent une partie de cache-cache. Dans ce quintet discordant, chacun est le filou de l'autre, chacun est le double inversé de l'autre. L'argument est simple. Sofia Pavlovna aime Moltchalin, secrétaire de Famoussov, mais Moltchalin joue double jeu. Il passe ses nuits à marivauder avec Sofia. Pour le jour, avouer à Lysanka, la servante, sa passion. Un cinquième personnage, Chatsky, amoureux, malheureux de Sofia, épie les faits et gestes du quatuor avant d'en tirer une leçon bien amère et de décider de s'enfuir loin de Moscou, des dupeurs. Voilà, je suis complètement décrisée. Éloignez les illusions, le voile est tombé. Vous proclamiez tous en chœur que j'étais fou. Vous aviez bien raison. Celui qui aura réussi à passer une journée entière avec vous, celui qui aura dit respirer le même air que vous et conserver son jugement intact, celui-là peut être sûr de traverser le feu sans dommage. C'est Alceste nous tirant la révérence, entre mensonges galants et anathèmes jetés contre les menteurs aussi rusés que pitoyables. Il ne reste au pur qu'à battre en retraite. Le personnage de Chatsky, qui se dérobe, lance ses mots comme gémit un oiseau blessé. Je vais aller chercher, à travers le monde, un tout petit refuge pour un cœur brisé. Ma voiture, ma voiture. Chez Griboïedov, la langue de l'éternel questionnement oscille entre le cynisme des uns et l'effarement des autres. L'unique pièce d'un poète devenu diplomate que la mort l'unique pièce d'un poète devenu un diplomate que la mort prématurée et violente en Orient a élevé au rang de légende est une de ses œuvres aussi célèbres qu'oubliées en France. Elle gît dans les bibliothèques où les gardiens des livres veillent sur elle. Ailleurs, en Russie, peut-être, elle fait partie des textes que personne n'ignore, mais dans l'Hexagone, les rares fois où elle a été mise en scène, notamment au théâtre de Chaillot, si son titre intrigue et si le destin de son auteur
massacré par une foule à l'instinct de fauve, mais le lecteur en émoi. Elle est vite retombée dans l'oubli. Le malheur d'avoir trop d'esprit serait-il le livre en question, dans le sens où la comédie de Griboïedov joue des questionnements, des masques, et paraît occulter totalement ce qui est advenu à l'auteur. Nous sommes loin de la Perse et des imbroglios diplomatiques, loin des menaces que laisse planer la mort en terre étrangère, plus près des jeux galants dans les salons feutrés de Moscou. Peut-être la pièce n'aurait-elle pas retenu l'attention d'un lecteur las des marivaudages, si la fin atroce de son auteur n'avait couronné cette œuvre d'une autre fin. La question demeure. Le livre en question serait-il une énigme à résoudre, l'objet d'une enquête qui mène à un autre livre? Ainsi se forme une communauté d'esprit, ainsi les interrogations sont mises en lumière. Concluons par les mots du poète du XXe siècle, Stig Dagerman, qui aimait les livres et savait les interroger. Dans Suite Birgitta, il lègue à la postérité ces quelques vers en guise de testament. Tu es un livre ouvert dans mes mains, tu es un journal intime écrit par la vie. Je dois me hâter de te lire, je ne pourrai jamais finir de te lire.